Chapitre 3. Le dimanche suivant, la baronne et Jeanne allèrent à la messe, poussées par un délicat sentiment de déférence pour leur curé. Elles l'attendirent après l'office afin de l'inviter à déjeuner pour le jeudi. Il sortit de la sacristie avec un grand jeune homme élégant qui lui donnait le bras familièrement. Dès qu'il aperçut les deux femmes, il fit un geste de joyeuse surprise et s'écria « Comme ça tombe, permettez-moi, madame la baronne et mademoiselle Jeanne, de vous présenter votre voisin, monsieur le vicomte de la Mare. » Le vicomte s'inclina, dit son désir, ancien déjà, de faire la connaissance de ces dames, et se mit à causer avec aisance, en homme comme il faut, ayant vécu. Il possédait une de ces figures heureuses dont rêvent les femmes et qui sont désagréables à tous les hommes. Ses cheveux, noirs et frisés, ombraient son front lisse et bruni, et deux grands sourcils réguliers, comme s'ils eussent été artificiels, rendaient profonds et tendres ses yeux sombres, dont le blanc semblait un peu teinté de bleu. Ses cils, serrés et longs, prêtaient à son regard cette éloquence passionnée qui trouble dans les salons la belle dame hautaine et fait se tourner la fille en bonnet qui porte un panier par les rues. Le charme langoureux de cet œil faisait croire à la profondeur de la pensée et donnait de l'importance aux moindres paroles. La barbe drue, luisante et fine, cachait une mâchoire un peu trop forte. On se sépara après beaucoup de compliments. Monsieur de la Mare, 2 jours après, fit sa première visite. Il arriva comme on essayait un banc rustique, posé le matin même sous le grand platane, en face des fenêtres du salon. Le baron voulait qu'on en plaçât un autre, pour faire pendant sous le tilleul. Petite mère, ennemie de la symétrie, ne voulait pas. Le vicomte, consulté, fut de l'avis de la baronne. Puis il parla du pays qu'il déclarait très pittoresque, ayant trouvé dans ses promenades solitaires beaucoup de sites ravissants. De temps en temps, ses yeux, comme par hasard, rencontraient ceux de Jeanne, et elle éprouvait une sensation singulière de ce regard brusque, vite détourné, où apparaissait une admiration caressante et une sympathie éveillée. Monsieur de la Mare, le père, mort l'année précédente, avait justement connu un ami de monsieur des Curteaux, dont petite mère était fille. Et la découverte de cette connaissance enfanta une conversation d'alliance, de date, de parenté interminable. La baronne faisait des tours de force de mémoire, rétablissant les ascendances et les descendances d'autres familles, circulant sans jamais se perdre dans le labyrinthe compliqué des généalogies. « Dites-moi, vicomte, avez-vous entendu parler des Saunois de Varfleur ? Le fils aîné Gontran avait épousé une demoiselle de Courcils, une Courcils-Courville, et le cadet, une de mes cousines, mademoiselle de la Roche-Aubert, qui était alliée au Crissange. Or, monsieur de Crissange était l'ami intime de mon père, et a dû connaître aussi le vôtre. Oui, madame, n'est-ce pas ce monsieur de Crissange qui émigra et dont le fils s'est ruiné ? Lui-même. Il avait demandé en mariage ma tante après la mort de son mari, le comte des Retries, mais elle ne voulait pas de lui parce qu'il prisait. Savez-vous, à ce propos, ce que sont devenus les Villoises ? Ils ont quitté la Touraine vers 1813 à la suite de revers de fortune pour se fixer en Auvergne, et je n'en ai plus entendu parler. Je crois, madame, que le vieux marquis est mort d'une chute de cheval, laissant une fille mariée avec un Anglais et l'autre avec un certain Bassol, un commerçant riche, dit-on, qu'il avait séduite. Et des noms, appris et retenus dès l'enfance dans les conversations des vieux parents, revenaient. Et les mariages de ces familles égales prenaient dans leurs esprits l'importance des grands événements publics. Ils parlaient de gens qu'ils n'avaient jamais vus, comme s'ils les connaissaient beaucoup. Et ces gens-là, dans d'autres contrées, parlaient d'eux de la même façon. Et ils se sentaient familiers de loin, presque amis, presque alliés, par le seul fait d'appartenir à la même caste et d'être d'un sang équivalent. Le baron, d'une nature assez sauvage et d'une éducation qui ne s'accordait point avec les croyances et les préjugés des gens de son monde, ne connaissait guère les familles des environs. Il interrogea sur elles le vicomte. Monsieur de la Mare répondit « Oh, il n'y a pas beaucoup de noblesse dans l'arrondissement », du même ton dont il aurait déclaré qu'il y avait peu de lapins sur les côtes. Et il donna des détails. 3 familles seulement se trouvaient dans un rayon assez rapproché. Le marquis de Coutelier, une sorte de chef de l'aristocratie normande, le vicomte et la vicomtesse de Briseville, des gens d'excellente race, mais se tenant assez isolés. Enfin, le comte de Fourville, sorte de croque-mitaine, qui passait pour faire mourir sa femme de chagrin et qui vivait en chasseur dans son château de la Vriette, bâti sur un étang.
Quelques parvenus qui frayaient entre eux avaient acheté des domaines par-ci par-là. Le vicomte ne les connaissait point. Il prit congé, et son dernier regard fut pour Jeanne, comme s'il lui eût adressé un adieu particulier, plus cordial et plus doux. La baronne le trouva charmant, et surtout très comme il faut. Petit Père répondit « Oui, certes, c'est un garçon très bien élevé. » On l'invita à dîner la semaine suivante. Il vint alors régulièrement. Il arrivait le plus souvent vers 4 heures de l'après-midi, rejoignait Petite Mère dans son allée et lui offrait le bras pour faire son exercice. Quand Jeanne n'était point sortie, elle soutenait la baronne de l'autre côté, et tous trois marchaient lentement d'un bout à l'autre du grand chemin tout droit, allant et revenant sans cesse. Il ne parlait guère à la jeune fille, mais son œil, qui semblait en velours noir, rencontrait souvent l'œil de Jeanne, qu'on aurait dit en agate bleue. Plusieurs fois, ils descendirent tous les deux à Yport avec le baron. Comme ils se trouvaient sur la plage un soir, le père Lastique les aborda, et sans quitter sa pipe, dont l'absence aurait étonné peut-être davantage que la disparition de son nez, il prononça « Avec ce vent-là, monsieur le baron, y aurait de quoi aller demain à Étretat et revenir sans vous donner de peine ?» Jeanne joignit les mains. « Oh papa, si tu voulais !» Le baron se tourna vers monsieur de la Mare. « En êtes-vous, vicomte ? Nous irions déjeuner là-bas ?» Et la partie fut tout de suite décidée. Dès l'aurore, Jeanne était debout. Elle attendit son père, plus lent à s'habiller. Ils se mirent à marcher dans la rosée, traversant d'abord la plaine, puis le bois tout vibrant de chants d'oiseaux. Le vicomte et le père Lastique étaient assis sur un cabestan. 2 autres marins aidèrent au départ. Les hommes, appuyant leurs épaules au bordage, poussaient de toute leur force. On avançait avec peine sur la plate-forme de galets. Lastique glissait sous la quille des rouleaux de bois graissés, puis reprenant sa place, modulait d'une voix traînante son interminable « Oh et hop !» qui devait régler l'effort commun. Mais lorsqu'on parvint à la pente, le canot tout d'un coup partit, dévala sur les cailloux ronds avec un grand bruit de toile déchirée. Il s'arrêta net à l'écume des petites vagues, et tout le monde prit place sur les bancs. Puis, les 2 matelots restés à terre le mirent à flot. Une brise légère et continue, venant du large, effleurait et ridait la surface de l'eau. La voile fut hissée, s'arrondit un peu, et la barque s'en alla paisiblement, à peine bercée par la mer. On s'éloigna d'abord. Vers l'horizon, le ciel se baissant, se mêlait à l'océan. Vers la terre, la haute falaise droite faisait une grande ombre à son pied, et des pentes de gazon pleines de soleil l'échancraient par endroits. Là-bas, en arrière, des voiles brunes sortaient de la jetée blanche de Fécamp. Et là-bas, en avant, une roche d'une forme étrange, arrondie et percée à jour, avait à peu près la figure d'un éléphant énorme enfonçant sa trompe dans les flots. C'était la petite porte d'Étretat. Jeanne, tenant le bordage d'une main, un peu étourdie par le bercement des vagues, regardait au loin. Et il lui semblait que 3 seules choses étaient vraiment belles dans la création: la lumière, l'espace et l'eau. Personne ne parlait. Le père Lastique, qui tenait la barre et l'écoute, buvait un coup de temps en temps, à même une bouteille cachée sous son banc, et il fumait sans repos son moignon de pipe qui semblait inextinguible. Il en sortait toujours un mince filet de fumée bleue, tandis qu'un autre, tout pareil, s'échappait du coin de sa bouche. Et on ne voyait jamais le matelot rallumer le fourneau de terre plus noir que l'ébène, ou le remplir de tabac. Quelquefois, il le prenait d'une main, l'ôtait de ses lèvres, et du même coin d'où sortait la fumée, lançait à la mer un long jet de salive brune. Le baron, assis à l'avant, surveillait la voile, tenant la place d'un homme. Jeanne et le vicomte se trouvaient côte à côte, un peu troublés tous les deux. Une force inconnue faisait se rencontrer leurs yeux, qu'ils levaient au même moment, comme si une affinité les eût avertis. Car entre eux flottait déjà cette subtile et vague tendresse qui naît si vite entre 2 jeunes gens, lorsque le garçon n'est pas laid et que la jeune fille est jolie. Ils se sentaient heureux l'un près de l'autre, peut-être parce qu'ils pensaient l'un à l'autre. Le soleil montait comme pour considérer de plus haut la vaste mer étendue sous lui.
mais elle eut comme une coquetterie et s'enveloppa d'une brume légère qui la voilait à ses rayons. C'était un brouillard transparent, très bas, doré, qui ne cachait rien, mais rendait les lointains plus doux. L'astre dardait ses flammes, faisait fondre cette nuée brillante, et lorsqu'il fut dans toute sa force, la buée s'évapora, disparut, et la mer, lisse comme une glace, se mit à miroiter dans la lumière. Jeanne, tout émue, murmura « Comme c'est beau !» Le vicomte répondit « Oui, c'est beau !» La clarté sereine de cette matinée faisait s'éveiller comme un écho dans leur cœur. Et soudain, on découvrit les grandes arcades d'Étretat, pareilles à 2 jambes de la falaise marchant dans la mer, hautes à servir d'arche à des navires, tandis qu'une aiguille de roche, blanche et pointue, se dressait devant la première. On aborda, et pendant que le baron, descendu le premier, retenait la barque au rivage en tirant sur une corde, le vicomte prit dans ses bras Jeanne pour la déposer à terre sans qu'elle se mouillât les pieds. Puis ils montèrent la dure banque de galets, côte à côte, émus tous deux de ce rapide enlacement, et ils entendirent tout à coup le père Lastique disant au baron « Mais t'as vu que ça ferait un joli couple tout de même !» Dans une petite auberge près de la plage, le déjeuner fut charmant. L'océan, engourdissant la voix et la pensée, les avait rendus silencieux. La table les fit bavards, et bavards comme des écoliers en vacances. Les choses les plus simples leur donnaient d'interminables gaietés. Le père Lastique, en se mettant à table, cacha soigneusement dans son béret sa pipe qui fumait encore. Et l'on rit. Une mouche, attirée sans doute par son nez rouge, s'en vint à plusieurs reprises se poser dessus. Et lorsqu'il l'avait chassée d'un coup de main trop lent pour la saisir, elle allait se poster sur un rideau de mousseline, que beaucoup de ses sœurs avaient déjà maculé. Et elle semblait guetter avidement le pif enluminé du matelot, car elle reprenait aussitôt son vol pour revenir s'y installer. À chaque voyage de l'insecte, un rire fou jaillissait, et lorsque le vieux, ennuyé par ce chatouillement, murmura « Elle est bougrement obstinée », Jeanne et le vicomte se mirent à pleurer de gaieté, se tordant, étouffant la serviette sur la bouche pour ne pas crier. Lorsqu'on eut pris le café, « Si nous allions nous promener, dit Jeanne. » Le vicomte se leva. Mais le baron préférait faire son lézard au soleil sur le galet. « Allez-vous-en, mes enfants, vous me retrouverez ici dans 1 heure. » Ils traversèrent en ligne droite les quelques chaumières du pays, et après avoir dépassé un petit château qui ressemblait à une grande ferme, ils se trouvèrent dans une vallée découverte allongée devant eux. Le mouvement de la mer les avait alanguis, troublant leur équilibre ordinaire. Le grand air salin les avait affamés, puis le déjeuner les avait étourdis, et la gaieté les avait énervés. Ils se sentaient maintenant un peu fous, avec des envies de courir éperdument dans les champs. Jeanne entendait bourdonner ses oreilles, toutes remuées par des sensations nouvelles et rapides. Un soleil dévorant tombait sur eux. Des 2 côtés de la route, les récoltes mûres se penchaient, pliées sous la chaleur. Les sauterelles s'égosillaient, nombreuses comme les brins d'herbe, jetant partout dans les blés, dans les seigles, dans les joncs marins des côtes, leurs cris maigres et assourdissants. Aucune autre voix ne montait sous le ciel torride, d'un bleu miroitant et jauni, comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, à la façon des métaux trop rapprochés d'un brasier. Ayant aperçu un petit bois plus loin, à droite, ils y allèrent. Encaissés entre 2 talus, une allée étroite s'avançait sous 2 grands arbres impénétrables au soleil. Une espèce de fraîcheur moisie les saisit en entrant, cette humidité qui fait frissonner la peau et pénètre dans les poumons. L'herbe avait disparu faute de jour et d'air libre, mais une mousse cachait le sol. Ils avançaient. « Tiens, là-bas, nous pourrons nous asseoir un peu » dit-elle. 2 vieux arbres étaient morts, et profitant du trou fait dans la verdure, une averse de lumière tombait là, chauffait la terre, avait réveillé des germes de gazon, des pissenlits et de lianes, fait éclore des petites fleurs blanches, fines comme un brouillard, et des digitales pareilles à des fusées. Des papillons, des abeilles, des frelons trapus, des cousins démesurés qui ressemblaient à des squelettes de mouches, 1000 insectes volants, des bêtes à bon Dieu roses et tachetées, des bêtes d'enfer aux reflets verdâtres, d'autres noires avec des cornes, peuplaient ce puits lumineux et chaud creusé dans l'ombre glacée des lourds feuillages. Ils s'assirent,
la tête à l'abri et les pieds dans la chaleur. Il regardait toute cette vie grouillante et petite qu'un rayon fait apparaître. Et Jeanne, attendrie, répétait « Comme on est bien, que c'est bon la campagne. Il y a des moments où je voudrais être mouche ou papillon pour me cacher dans les fleurs. » Ils parlèrent d'eux, de leur habitude, de leur goût, sur ce ton plus bas, intime, dont on fait les confidences. Il se disait déjà dégoûté du monde, las de sa vie futile. C'était toujours la même chose. On n'y rencontrait rien de vrai, rien de sincère. Le monde. Elle aurait bien voulu le connaître, mais elle était convaincue d'avance qu'il ne valait pas la campagne. Et plus leur cœur se rapprochait, plus ils s'appelaient avec cérémonie Monsieur et Mademoiselle. Plus aussi leurs regards se souriaient, se mêlaient, et il leur semblait qu'une bonté nouvelle entrait en eux, une affection plus épandue, un intérêt à mille choses dont ils ne s'étaient jamais souciés. Ils revinrent, mais le baron était parti à pied jusqu'à la chambre aux demoiselles, grotte suspendue dans une crête de falaise, et ils l'attendirent à l'auberge. Il ne reparut qu'à 5 heures du soir, après une longue promenade sur les côtes. On remonta dans la barque. Elle s'en allait mollement, vent arrière, sans secousse aucune, sans avoir l'air d'avancer. La brise arrivait par souffles lents et tièdes qui tendaient la voile une seconde, puis la laissaient retomber, flasque, le long du mât. L'onde opaque semblait morte, et le soleil, épuisé d'ardeur, suivant sa route arrondie, s'approchait d'elle tout doucement. L'engourdissement de la mer faisait de nouveau taire tout le monde. Jeanne dit enfin « Comme j'aimerais voyager !» Le vicomte reprit « Oui, mais c'est triste de voyager seule, il faut être au moins 2 pour se communiquer ses impressions. » Elle réfléchit. « C'est vrai, j'aime à me promener seule cependant. Comme on est bien quand on rêve toute seule. » Il la regarda longuement. « On peut aussi rêver à 2. » Elle baissa les yeux. Était-ce une allusion ? Peut-être. Elle considéra l'horizon comme pour découvrir encore plus loin, puis d'une voix lente « Je voudrais aller en Italie. Et en Grèce. Ah oui, en Grèce. Et en Corse. Ce doit être si sauvage et si beau. » Il préférait la Suisse à cause des chalets et des lacs. Elle disait « Non, j'aimerais les pays tout neufs, comme la Corse, ou les pays très vieux et pleins de souvenirs, comme la Grèce. Ce doit être si doux de retrouver les traces de ces peuples dont nous savons l'histoire depuis notre enfance, de voir les lieux où se sont accomplies les grandes choses. » Le vicomte, moins exalté, déclara « Moi, l'Angleterre m'attire beaucoup. C'est une région fort instructive. » Alors ils parcoururent l'univers, discutant les agréments de chaque pays, depuis les pôles jusqu'à l'équateur, s'extasiant sur des paysages imaginaires et les mœurs invraisemblables de certains peuples comme les Chinois et les Lapons. Mais ils en arrivèrent à conclure que le plus beau pays du monde, c'était la France, avec son climat tempéré, frais l'été et doux l'hiver, ses riches campagnes, ses vertes forêts, ses grands fleuves calmes et ce culte des beaux-arts qui n'avait existé nulle part ailleurs depuis les grands siècles d'Athènes. Puis ils se turent. Le soleil plus bas semblait saigner, et une large traînée lumineuse, une route éblouissante courait sur l'eau depuis la limite de l'océan jusqu'au sillage de la barque. Les derniers souffles de vent tombèrent, toute ride s'aplanit, et la voile immobile était rouge. Une accalmie illimitée semblait engourdir l'espace, faire le silence autour de cette rencontre d'éléments, tandis que, cambrant sous le ciel son ventre luisant et liquide, la mer, fiancée monstrueuse, attendait l'amant de feu qui descendait vers elle. Il précipitait sa chute, empourpré comme par le désir de leur embrasement. Il la joignit, et peu à peu, elle le dévora. Alors, de l'horizon, une fraîcheur accourut. Un frisson plissa le sein mouvant de l'eau, comme si l'astre englouti eût jeté sur le monde un soupir d'apaisement. Le crépuscule fut court. La nuit se déploya, criblée d'astres. Le père Lastique prit les rames, et on s'aperçut que la mer était phosphorescente. Jeanne et le vicomte, côte à côte, regardaient ces lueurs mouvantes que la barque laissait derrière elle. Ils ne songeaient presque plus, contemplant vaguement, aspirant le soir,
dans un bien-être délicieux. Et comme Jeanne avait une main appuyée sur le banc, un doigt de son voisin se posa comme par hasard contre sa peau. Elle ne remua point, surprise, heureuse et confuse de ce contact si léger. Quand elle fut rentrée le soir dans sa chambre, elle se sentit étrangement remuée et tellement attendrie que tout lui donnait envie de pleurer. Elle regarda sa pendule, pensa que la petite abeille battait à la façon d'un cœur ami, qu'elle serait le témoin de toute sa vie, qu'elle accompagnerait ses joies et ses chagrins de ce tic-tac vif et régulier. Et elle arrêta la mouche dorée pour mettre un baiser sur ses ailes. Elle aurait embrassé n'importe quoi. Elle se souvint d'avoir caché dans le fond d'un tiroir une vieille poupée d'autrefois. Elle la rechercha, la revit avec la joie qu'on a en retrouvant des amis adorés, et la serrant contre sa poitrine, elle cribla de baisers ardents les joues peintes et la filasse frisée du joujou. Et tout en le regardant en ses bras, elle songea. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes, qu'une providence souverainement bonne avait ainsi jeté sur sa route? Était-ce bien l'être créé pour elle, à qui elle dévouerait son existence? Étaient-ils ces deux êtres prédestinés dont les tendresses, se joignant, devaient s'étreindre, se mêler indissolublement, engendrer l'amour? Elle n'avait point encore ces élans tumultueux de tout son être, ces ravissements fous, ces soulèvements profonds qu'elle croyait être la passion. Il lui semblait cependant qu'elle commençait à l'aimer, car elle se sentait parfois toute défaillante en pensant à lui. Et elle y pensait sans cesse. Sa présence lui remuait le cœur. Elle rougissait et pâlissait en rencontrant son regard, et frissonnait en entendant sa voix. Elle dormit bien peu cette nuit-là. Alors, de jour en jour, le troublant désir d'aimer l'envahit davantage. Elle se consultait sans cesse, consultait aussi les marguerites, les nuages, des pièces de monnaie jetées en l'air. Or, un soir, son père lui dit « Fais-toi belle demain matin ». Elle demanda « Pourquoi, papa ?» Il reprit « C'est un secret ». Et quand elle descendit le lendemain, toute fraîche, dans une toilette claire, elle trouva la table du salon couverte de boîtes de bonbons, et sur une chaise, un énorme bouquet. Une voiture entra dans la cour. On lisait dessus « Le rat pâtissier à Fécamp, repas de noces ». Et Ludivine, aidée d'un marmiton, tirait d'une trappe ouvrant derrière la carriole beaucoup de grands paniers plats qui sentaient bon. Le vicomte de la Mare parut. Son pantalon était tendu et retenu sous de mignonnes bottes vernies qui faisaient voir la petitesse de son pied. Sa longue redingote serrée à la taille laissait sortir par l'échancrure sur la poitrine la dentelle de son jabot, et une cravate fine, à plusieurs tours, le forçait à porter haut sa belle tête brune, empreinte d'une distinction grave. Il avait un autre air que de coutume, cet aspect particulier que la toilette donne subitement aux visages les mieux connus. Jeanne, stupéfaite, le regardait comme si elle ne l'avait point encore vu. Elle le trouvait souverainement gentilhomme, grand seigneur de la tête aux pieds. Il s'inclina en souriant. « Eh bien, ma commère, êtes-vous prête ?» Elle balbutia. « Mais quoi? Qu'y a-t-il donc ?»« Tu le sauras tout à l'heure, » dit le baron. La calèche attelée s'avança. Madame Adélaïde descendit de sa chambre en grand apparat au bras de Rosalie, qui parut tellement émue par l'élégance de Monsieur de la Mare que Petit Père murmura. « Dites donc, vicomte, je crois que notre bonne vous trouve à son goût. » Il rougit jusqu'aux oreilles, fit semblant de n'avoir pas entendu, et s'emparant du gros bouquet, le présenta à Jeanne. Elle le prit, plus étonnée encore. Tous les quatre montèrent en voiture, et la cuisinière Ludivine, qui apportait à la baronne un bouillon froid pour la soutenir, déclara « Vrai, madame, on dirait une noce !» On mit pied à terre en entrant dans Yport, et à mesure qu'on avançait à travers le village, les matelots, dans leur harde neuve, dont les plis se voyaient, sortaient de leur maison, saluaient, serraient la main du baron et se mettaient à suivre comme derrière une procession. Le vicomte avait offert son bras à Jeanne et marchait en tête avec elle. Lorsqu'on arriva devant l'église, on s'arrêta, et la grande croix d'argent parut,
tenue droite par un enfant de chœur, précédant un autre gamin rouge et blanc qui portait l'urne d'eau bénite où trempait le goupillon. Puis passèrent 3 vieux chantres, dont l'un d'eux boitait, puis le serpent, puis le curé soulevant de son ventre pointu l'étole dorée croisée dessus. Il dit bonjour d'un sourire et d'un signe de tête. Puis, les yeux mi-clos, les lèvres remuées d'une prière, la barrette enfoncée jusqu'au nez, il suivit son état-major en surplis en se dirigeant vers la mer. Sur la plage, une foule attendait autour d'une barque neuve enguirlandée. Son mât, sa voile, ses cordages étaient couverts de longs rubans qui voltigeaient dans la brise, et son nom, Jeanne, apparaissait en lettres d'or à l'arrière. Le père Lastic, patron de ce bateau construit avec l'argent du baron, s'avança au-devant du cortège. Tous les hommes d'un même mouvement ôtèrent ensemble leurs coiffures, et une rangée de dévotes, encapuchonnées sous de vastes mantes noires à grands plis tombant des épaules, s'agenouillèrent en cercle à l'aspect de la croix. Le curé, entre les 2 enfants de chœur, s'en vint à l'un des bouts de l'embarcation, tandis qu'à l'autre, les 3 vieux chantres, crasseux dans leurs blanches vêtures, le menton poileux, l'air grave, l'œil sur le livre de plein champ, détonnaient à pleine gueule dans la claire matinée. Chaque fois qu'il reprenait haleine, le serpent tout seul continuait son mugissement, et dans l'enflure de ses joues pleines de vent, ses petits yeux gris disparaissaient. La peau du front même et celle du cou semblaient décoller de la chair tant il se gonflait en soufflant. La mer, immobile et transparente, semblait assister, recueillie, au baptême de sa nacelle, roulant à peine avec un tout petit bruit de râteau, grattant le galet, des vaguettes hautes comme le doigt. Et les grandes mouettes blanches aux ailes déployées passaient en décrivant des courbes dans le ciel bleu, s'éloignaient, revenaient d'un vol arrondi au-dessus de la foule agenouillée, comme pour voir aussi ce qu'on faisait là. Mais le chant s'arrêta après un « Amen » hurlé 5 minutes, et le prêtre, d'une voix empâtée, gloussa quelques mots latins dont on ne distinguait que les terminaisons sonores. Il fit ensuite le tour de la barque en l'aspergeant d'eau bénite, puis il commença à murmurer des orémus, en se tenant à présent le long d'un bordage en face du parrain et de la marraine qui demeuraient immobiles, la main dans la main. Le jeune homme gardait sa figure grave de beau garçon, mais la jeune fille, étranglée par une émotion soudaine, défaillante, se mit à trembler tellement que ses dents s'entrechoquaient. Le rêve, qui la hantait depuis quelque temps, venait de prendre tout à coup dans une espèce d'hallucination l'apparence d'une réalité. On avait parlé de noces, un prêtre était là, des hommes en surplis psalmodiaient des prières. N'était-ce pas elle qu'on mariait ? Eut-elle dans les doigts une secousse nerveuse ? L'obsession de son cœur avait-elle couru le long de ses veines jusqu'au cœur de son voisin ? Comprit-il ? Devina-t-il, fut-il comme elle envahi par une sorte d'ivresse d'amour ? Ou bien savait-il seulement par expérience qu'aucune femme ne lui résistait ? Elle s'aperçut soudain qu'il pressait sa main doucement d'abord, puis plus fort à la briser. Et sans que sa figure remuât, sans que personne s'en aperçût, il dit « Oui, certes », il dit très distinctement « Oh, Jeanne, si vous vouliez, ce seraient nos fiançailles. » Elle baissa la tête d'un mouvement très lent qui peut-être voulait dire « oui ». Et le prêtre qui jetait encore de l'eau bénite leur en envoya quelques gouttes sur les doigts. C'était fini. Les femmes se relevaient. Le retour fut une débandade. La croix entre les mains de l'enfant de chœur avait perdu sa dignité. Elle filait vite, oscillant de droite à gauche, ou bien penchée en avant, prête à tomber sur le nez. Le curé, qui ne priait plus, galopait derrière. Les chantres et le serpent avaient disparu par une ruelle pour être plutôt déshabillés, et les matelots, par groupes, se hâtaient. Une même pensée qui mettait en leur tête comme une odeur de cuisine allongeait les jambes, mouillait les bouches de salive, descendait jusqu'au fond des ventres où elle faisait chanter les boyaux. Un bon déjeuner les attendait au peuple. La grande table était mise dans la cour sous les pommiers. 60 personnes y prirent place, marins et paysans.
La baronne, au centre, avait à ses côtés les deux curés, celui d'Yport et celui des peuples. Le baron, en face, était flanqué du maire et de sa femme, maigre campagnarde déjà vieille, qui adressait de tous les côtés une multitude de petits saluts. Elle avait une figure étroite, serrée dans son grand bonnet normand, une vraie tête de poule à huppe blanche, avec un œil tout rond et toujours étonné. Et elle mangeait par petits coups rapides, comme si elle eût picoté son assiette avec son nez. Jeanne, à côté du parrain, voyageait dans le bonheur. Elle ne voyait plus rien, elle ne savait plus rien, et se taisait, la tête brouillée de joie. Elle lui demanda « Quel est donc votre petit nom ?» Il dit « Julien, vous ne saviez pas ?» Mais elle ne répondit point, pensant « Comme je le répéterai souvent ce nom-là. » Quand le repas fut fini, on laissa la cour aux matelots et on passa de l'autre côté du château. La baronne se mit à faire son exercice, appuyée sur le baron, escortée de ses deux prêtres. Jeanne et Julien allèrent jusqu'au bosquet, entrèrent dans les petits chemins touffus. Et tout à coup, il lui saisit les mains. « Dites, voulez-vous être ma femme ?» Elle baissa encore la tête et comme il balbutiait, « Répondez, je vous en supplie. » Elle releva ses yeux vers lui tout doucement et il lut la réponse dans son regard.